Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du système facial ou des fascias. Il n'y a pas beaucoup de gens qui savent qu'est-ce que c'est des fascias. Donc souvent quand j'explique qu'est-ce que c'est un fascia, je donne l'exemple du filet de porc. Fait qu'on a toute une image de ce que c'est un filet de porc, puis une petite membrane blanche qui entoure notre filet de porc. Ça c'est un fascia. Souvent, avec le filet de porc aussi, puis la petite membrane blanche, il y a une petite veine bleue qui passe là-dedans, qui est aussi entourée de membrane blanche qui est aussi du fascia. Donc ça, c'est juste un exemple pour dire que le fascia, c'est vraiment une unité fonctionnelle du corps, c'est-à-dire au même titre qu'il y a des os, il y a des muscles, il y a des veines, des nerfs dans le corps, des organes, il y a des fascias. Les fascias, c'est pas compliqué, ils sont partout dans le corps. Et ils sont tous attachés les uns après les autres. OK? Donc, c'est sûr qu'on les a divisés. Il y a certains fascias auxquels on a donné des noms, mais en fait, c'est une continuité, cette membrane-là. Et les fascias entourent donc les muscles. Si on prend l'exemple de notre filet de porc, donc entourent les muscles, entourent les os, entourent aussi les organes puis les viscères, puis viennent faire les replis faciales, viennent attacher et suspendre les viscères au système musculo-squelettique. Okay? Les fascias vont aussi servir de membrane pour équilibrer les tensions, puis aussi donner de l'information et équilibrer la posture puis l'équilibre du corps. Par exemple, au niveau du bassin, on a des petits os au niveau des ischions. Hein. Les ischions, c'est les petits os pointus des fesses qui sont juste ici. OK? Et donc, on a un trou dans ces os-là et on a des membranes faciales, donc membranes obturatrices externes et membranes obturatrices internes qui sont ici, qui sont recouvertes de fascia. Et qu'est-ce qu'ils font, ces fascias-là? Ils équilibrent la tension des muscles à l'extérieur, membrane externe, et à l'intérieur, plancher pelvien, organes du petit bassin, membrane obturatrice interne. Fait que ça, c'est juste un exemple. Euh, Elles entourent aussi les nerfs, les artères, les veines, et comme le fascia a une structure, donc ce tissu-là comme tel, une structure tubulaire qui vient faciliter la circulation du liquide lymphatique et acheminer le liquide lymphatique vers les vaisseaux lymphatiques qui ramènent ça au cœur. Fait que c'est juste pour donner un exemple que le fascia est quand même une structure très importante et qui a des implications à plusieurs niveaux. Donc, je vous ai parlé d'équilibrer les tensions. Il y a ce rôle-là qui est joué par les fascias au niveau des membranes obturatrices, au niveau des membranes interosseuses aussi, donc dans les jambes entre le tibia et le péroné et dans les avant-bras entre le radius et le cubitus. Il y a deux feuillets de fascia qu'on appelle les membranes interosseuses qui, elles aussi, vont jouer un rôle pour équilibrer la tension dans les jambes et dans les avant-bras. Elles vont servir d'attache pour les muscles aussi. Et entre les deux feuillets, où est-ce que c'est l'endroit qui est le plus libre de tension, c'est là que va passer les artères, les nerfs, les veines. Puis des fois, il y a des petits trous dans les fascias. Et là, hop, l'artère, la veine, le nerf sort. Où est-ce que c'est nécessaire, mais sinon, sont relativement protégés par des couches de fascia. L'autre chose qui est importante de savoir, fait que je vous donne des petits exemples des fascias. On n'a pas tant idée à quel point ça représente beaucoup de choses. Donc, ici, au niveau du crâne, ça, c'est la dure mère. OK, on a trois membranes faciales qui protègent, qui recouvrent et qui protègent le système nerveux. Donc, la dure mère, qui est la membrane externe, on a la pimaire et l'arachnoïde, et c'est entre ces couches de fascia-là que va circuler, entre autres, le liquide céphalorachidien qui va servir à alimenter tous les nerfs et le système nerveux. Donc, la dure mère n'est pas juste au niveau du crâne, elle va se poursuivre. Donc, les replis de la dure mère vont former la tente du cervelet, hein, qui va séparer donc le cerveau du cervelet, qui va faire un compartiment ici, à peu près un petit peu au-dessus de l'oreille, OK? Et la faux du cerveau qui va s'attacher à l'intérieur et qui va séparer le lobe droit du lobe gauche du cerveau. Après ça, la dure mère va continuer à l'intérieur pas juste la dure mère, mais tout ce qu'on appelle les méninges, donc les trois couches de fascia que je vous ai décrites. Donc, on va continuer à l'intérieur du canal médulaire. Hein. Il y a des petits trous entre les vertèbres dans l'empilement de vertèbres. Ici. OK, donc ces méninges-là vont continuer pour protéger le système nerveux et vont venir créer à la fin le fascia présacré s'attacher au niveau du coccyx. OK? Donc, cette
membrane faciale-là va avoir un lien entre tout le crâne et le bassin, OK? Fait que si c'est trop serré, ça va nous tasser un petit peu, OK? Même chose, on a donné des noms aux fascias, donc juste pour déterminer où est-ce qu'ils sont, mais c'est vraiment une grande membrane, OK? Entre autres, au niveau du diaphragme qui est musculaire, on a aussi un centre tendineux du diaphragme qui va être en continuité faciale en fait. Fait qu'il y a des membranes, donc des fascias à l'intérieur, au milieu du diaphragme, qui vont être en continuité avec toute l'enveloppe qui va recouvrir le cœur, donc le péricarde, et qui va suspendre aussi le cœur jusqu'au niveau du pharynx et de la base du crâne. Donc, je vais vous montrer ça. Alors, voici le fascia qui est au niveau du centre du diaphragme et qui entoure le cœur et qui vient monter ici au niveau du pharynx. Pour vous donner un autre exemple de fascia, donc tout le blanc ici sur l'image, c'est du fascia. Donc on a tout le fascia qui est au niveau du plancher pelvien et au niveau d'abdomen. Donc il y a plusieurs couches de fascia. Donc il y a des fascias qui sont très superficiels, des fascias qui sont beaucoup plus profonds. Un autre exemple, ce qu'on appelle le fascia endothoracique, donc qui recouvre le poumon. Il y a 7 couches de fascia endothoracique, chacune séparée avec un petit peu de liquide pour finalement arriver à la plèvre pulmonaire et c'est des replis faciales qui vont créer les scissures pulmonaires, donc des replis faciales entre les différents lobes pulmonaires. Donc, ce qui est important de savoir au niveau des fascias, c'est que c'est des membranes qui ne sont pas élastiques, OK? C'est-à-dire que si j'ai, par exemple, une cicatrice, OK? Donc, le tissu cicatriciel va s'installer sur toutes les couches de fascia, OK? Partout où est-ce qu'il y a eu de l'épanchement sanguin puis que la fibrine est allée réparer les tissus. Et donc, ce que ça va faire, c'est que les couches de fascia ne vont plus glisser une par rapport à l'autre, elles vont être ralenties. Donc, une adhérence cicatricielle, par exemple, va créer un ralentissement au niveau de la mobilité des fascias. Donc, à la place que ça soit des vrais axes de mouvement, ça va créer un faux axe autour duquel on va venir bouger. OK? Donc, ça va créer un ralentissement dans la mobilité faciale, mais aussi globale, parce qu'il faut se rappeler que les fascias entourent les muscles. OK? Donc, il y a plusieurs chaînes faciales qui ont été décrites. Il n'y a pas beaucoup de différence avec les chaînes musculaires, OK? Donc, il y a la chaîne faciale antérieure, postérieure. Bon, je n'irai pas dans ces détails-là. La seule chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plusieurs couches de fascia et que, donc, l'équilibre de la tension des fascias. Donc, on dit que les fascias sont une membrane de tension réciproque parce que, comme elles vont partout et qu'elles ne sont pas élastiques, ça veut dire que si on a une tension ici, la tension va se répercuter jusqu'en haut et vice-versa. Si on a une tension ici, ça veut dire que les fascias vont être moins mobiles vers le bas. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est une membrane de tension réciproque, mais aussi parce qu'elle équilibre les tensions entre l'avant et l'arrière du corps, le côté droit et le côté gauche du corps, et les mouvements d'équilibre aussi, OK? Donc, il y a des petits muscles au niveau de la nuque qui font en sorte que si je lève une jambe, automatiquement, le niveau de ma tête va s'ajuster, OK? Pour que mes yeux restent toujours à l'horizontale et pour que je sois en équilibre. Donc, c'est sûr que c'est des réflexes posturaux au niveau musculaire, mais la tension au niveau des fascias va aussi influencer jusqu'à quel point j'ai de la facilité à accomplir cette tâche-là, puis jusqu'à quel point mes fascias peuvent s'adapter pour glisser et adapter ma posture au mouvement. OK, donc beaucoup de l'équilibre postural et de la posture au repos est déterminé par les tensions faciales. OK, c'est-à-dire que si j'ai plus de tension dans ma chaîne antérieure ou mes fascias qui sont à l'avant du corps en général, je vais avoir le dos plus courbé. OK, ça c'est la posture un petit peu des personnes âgées. Pourquoi ça fait ça? Il y a moins de tissu graisseux chez la personne âgée. Donc, en général, les viscères ont tendance à descendre un petit peu, hein, descendre de la vessie, etc. Donc, ça tire un peu par en avant. OK? Mais à l'opposé, si j'ai beaucoup de tension dans ma chaîne postérieure, hein, ça va me créer un petit peu plus de courbure lombaire, puis je vais être plutôt à côté dans mes structures osseuses. OK?
Si j'avais une adhérence cicatricielle, par exemple, d'une appendicite ou d'une appendicectomie, en fait, parce qu'on l'a enlevé s'il y a eu une appendicite, donc ça crée une tension faciale ici, unilatérale, fait que ça va donner des postures un petit peu comme ça. Bon, etc. Quand on fait des exercices comme par exemple du yoga, c'est sûr qu'on vient étirer les tendons musculaires, mais on étire aussi le système facial, OK? Quand le système facial est trop serré, c'est un peu le phénomène comme si on avait un pyjama à pattes avec un capuchon et des mitaines tout attachés ensemble qui seraient un petit peu trop petits. Donc tout ça, c'est influencé entre autres par le stress parce que le stress va venir créer un petit peu d'inflammation souvent au niveau facial et donc ça va serrer un peu mes membranes faciales, fait que ça va faire une tension réciproque dans tout le corps qui va être un petit peu supérieure, qui va venir comprimer un peu le système nerveux, donc aussi une plus grande réactivité au niveau du système nerveux et au niveau du système qui est toujours un peu sous pression. OK? Évidemment aussi, comme on a vu que le centre du diaphragme, entre autres, plancher pelvien, beaucoup de fascia, ils vont éliminer les cavités dans le corps et donc être aussi en lien avec l'équilibre de tension au niveau de la pression qu'on appelle intercavitaire, OK? Donc, crâne, thorax et abdomen, OK? Si j'ai plus de tension au niveau du diaphragme, automatiquement, j'augmente ma pression au niveau de l'abdomen parce que c'est sous pression. Et si j'ai plus de pression au niveau thoracique, j'augmente aussi directement plus ma pression au niveau de la tête. OK? Donc, il y a aussi cet équilibre-là. Et finalement, les fascias vont beaucoup influencer le système circulatoire parce que plus j'ai des fascias libres, moins j'ai d'entraves au niveau circulatoire. Même chose si on reprend notre exemple de la petite cicatrice, donc un blocage ou un barrage au niveau facial, si par exemple je vais aller travailler la mobilité, la circulation au niveau du pied, mais que j'ai un barrage, qu'est-ce que je vais créer? Je vais créer un afflux de liquide qui va se heurter à un barrage, donc un effet rebond à ce moment-là, parce que ça ne circulera pas au niveau facial parce que j'ai une zone de ralentissement. Mais ça peut être appliqué à n'importe quelle tension faciale dans le corps. Donc voilà, c'était un petit aperçu de ce que sont et ce que font les fascias dans le corps. Puis c'est un système vraiment très important, donc j'espère que vous en aviez appris un peu plus là-dessus aujourd'hui.